les Occidentaux perdent leur guerre, parce que finalement, ils se battent sans savoir pourquoi. Alors que les Russes ont une intégration beaucoup plus grande de tous les aspects de la guerre, qu'ils soient diplomatiques, politiques, économiques, militaires évidemment, dans un seul ensemble. Et tout est réfléchi ensemble, de manière vraiment holistique. Et ça comprend les opérations clandestines. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse. Vous avez négocié avec les plus hauts responsables militaires et du renseignement de l'État russe juste après la chute de l'URSS. Vous avez aussi travaillé au sein de l'OTAN pour des programmes en Ukraine et notamment lors de la révolution de Maïdan en 2014. Vous venez d'écrire un 5e livre sur la guerre en Ukraine intitulé « Guerre secrète en Ukraine » aux éditions Max Mello. Vous écrivez « Derrière cette guerre, il y en a une autre qui se déroule sous la surface de l'actualité, c'est la guerre clandestine. » Pourquoi un livre sur la guerre secrète en Ukraine? Alors, tout d'abord parce que la guerre, c'est toujours un phénomène complexe. On n'en voit généralement que la surface en réalité. On voit les chars, les destructions, les bombardements. Et finalement, ce que l'on voit n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais pour comprendre le conflit, on est obligé d'aller un peu plus profondément dans les coulisses, si on peut dire, de ce qu'on observe sur le terrain. Et il me semblait important de venir sur ces éléments parce qu'on s'aperçoit que, particulièrement en Ukraine, par le passé, mais aussi dans le conflit actuel, c'est une dimension qui joue un rôle essentiel, mais qui est totalement oubliée ou ignorée des médias traditionnels. Tous les conflits ont une dimension cachée, clandestine, il y a des éléments secrets, le jeu de puissance, etc. On a ça dans tous les conflits. Mais dans le conflit ukrainien, c'est ce qui fait un peu peut-être la particularité de ce conflit, c'est que le rôle des agents clandestins ou des agents de l'ombre, d'une manière plus générale, a affecté ce conflit ou influencé ce conflit pratiquement depuis le début de la guerre froide. Il est important aujourd'hui pour comprendre tout ça parce que on constate qu'il y a, à travers les décennies, depuis 80 ans de guerre froide, enfin depuis 80 ans que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, eh bien on s'aperçoit que ces activités clandestines n'ont pas vraiment cessé en réalité. Dès 1945, à vrai dire, les Occidentaux ont compris ou ont perçu l'Union soviétique comme une menace potentielle. Les Alliés qui avaient combattu ensemble pour détruire l'Allemagne nazie, eh bien finalement, en 1945, se retrouvent avec deux systèmes politiques, économiques, qui sont distincts et qui, dès ce moment-là, commencent à se voir comme des adversaires. Et c'est là où la guerre secrète commence à intervenir, parce que dès 1945, par exemple, les Ukrainiens qui avaient combattu dans la Grenadier Division Erste Galitzien, qui était la division SS d'ailleurs, au service de l'Allemagne contre l'Union soviétique, eh bien, qui s'étaient rendus à l'armée britannique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, au lieu de les condamner pour les crimes de guerre que ces Ukrainiens avaient commis, les Britanniques les ont mis de côté et même les ont transférés secrètement, littéralement secrètement. On a su ça uniquement dans les années 80, d'ailleurs. Ce transfert a été extrêmement discret au Canada, de façon à pouvoir les réutiliser dans une guerre clandestine, sorte de guerre de subversion ou de guérilla en Ukraine contre l'Union soviétique. Donc, déjà en 1945, à peine le Troisième Reich avait été vaincu, que les Alliés, notamment les Britanniques, alors on sait que Winston Churchill était très anti-soviétique, eh bien, dès ce moment-là déjà, l'Occident se préparait à une guerre clandestine de subversion, littéralement, contre l'Union soviétique. Et
Ces militants ukrainiens, ces militaires ukrainiens qui étaient aussi des militants ultranationalistes, c'est pour ça qu'ils avaient rejoint l'armée allemande, eh bien, ils ont constitué, ou certains d'entre eux ont constitué le noyau d'une résistance qui s'est affirmée dans les années 50-60, qui a combattu le système communiste depuis l'intérieur avec l'appui des services de renseignement français, britanniques et américains. Et vous avez eu, exactement comme vous aviez en France dans les années 40, avant le débarquement, eh bien, des parachutages, des infiltrations d'agents en territoire soviétique qui s'appuyaient sur cette résistance ultranationaliste ukrainienne pour essayer de déstabiliser l'Union soviétique. D'ailleurs, maintenant on parle de l'Ukraine parce que c'est sans doute la pièce de résistance de l'action clandestine alliée ou occidentale contre l'Union soviétique, mais en réalité, il y a eu également une activité parallèle dans le temps et on pourrait presque dire dans l'espace, avec les pays baltes. Il y a eu également des activités clandestines menées dans les pays baltes par les services occidentaux pour alimenter une résistance anti-soviétique dans ces pays baltes. On a presque une guerre sur un large front qui s'est déroulée. Alors cette guerre s'est déroulée jusqu'au début des années 60. À partir de ce moment-là, la répression des soviétiques a fait que cette résistance s'est aplanie et puis on n'a plus beaucoup entendu parler. Mais elle est restée dormante, on pourrait dire, durant toutes ces années, jusqu'à la fin de la guerre froide. Avec la guerre froide, naturellement, on n'a plus de résistance à en parler. C'est des mouvements nationalistes qui alimentent tout le mouvement pour l'indépendance de l'Ukraine. Alors, évidemment, on n'est pas dans une démarche violente ou de subversion. Le système communiste s'est effondré et puis on a les différentes tendances à l'intérieur de l'Ukraine qui se manifestent et qui jouent leur rôle. Mais la partie occidentale de l'Ukraine, qui est celle qui est issue d'ailleurs de l'ancien empire austro-hongrois, est la partie qui est restée la plus virulemment nationaliste, et elle va fournir un certain nombre de politiciens en Ukraine qui vont faire cet élément d'indépendance de l'Ukraine, d'indépendance de l'Ukraine dès le début des années 90. Et c'est vraiment avec le Maïdan, l'Euromaïdan, c'est-à-dire les événements qui ont eu lieu entre fin 2013-2014, que ce mouvement nationaliste a été remis à la surface des événements, si on peut dire, revenu en pleine lumière, pour cette fois-ci réinstaurer une gouvernance ukrainienne qui alors est purement ukrainienne. Il faut savoir que l'Ukraine est un pays qui, déjà dans son nom, la racine de son nom signifie un pays frontière, un pays bordure. C'est un pays qui était, d'ailleurs si on regarde une carte, on voit bien que c'est un pays qui fait, avec d'autres d'ailleurs, la frontière entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale, quelque part. Et cette Ukraine, qui est à la fois qui était à la limite est de l'Empire austro-hongrois et la limite ouest de l'Empire russe, eh bien, se trouve partagée là dans cette lignée. Cette position géographique a fait que l'Ukraine qu'on a connue jusqu'en 2022 était une Ukraine qui était composée d'un certain nombre de minorités venant évidemment de Russie. Ces minorités
ukrainiennes, purement ukrainiennes, des minorités polonaises aussi d'ailleurs, ce qui explique d'ailleurs les tensions aujourd'hui entre la Pologne, notamment avec les dernières élections qui a amené au pouvoir un gouvernement très à droite. Eh bien, la minorité polonaise d'Ukraine, il voit un motif d'antagonisme avec le gouvernement de Kiev, puisqu'il y a eu des heurts à l'époque entre ces minorités polonaises et ces minorités, la minorité, ou on ne peut pas vraiment parler de majorité ukrainienne, mais disons de la communauté ukrainienne, disons ça comme ça. Mais il y a également des minorités hongroises, et le traitement de ces communautés hongroises depuis 2014, d'ailleurs, explique la raison pour laquelle Viktor Orban est si réticent à soutenir le gouvernement de Volodymyr Zelensky, parce que la minorité hongroise a été très maltraitée depuis 2014, parce qu'en 2014, comme je l'ai dit, la révolution de Maïdan s'est vraiment faite grâce aux ces ultranationalistes qui, en prenant le pouvoir, ont essayé d'imposer une domination ukraino-ukrainienne, si vous voulez, sur le reste de ces minorités. Il y a également une minorité roumaine qu'il ne faut pas oublier, qui est très petite, mais qui est néanmoins existante, qui d'ailleurs faisait partie qui était un des éléments de revendication, pourrait-on dire, du candidat Georgescu qui a été évincé des élections présidentielles, mais parce que la minorité roumaine d'Ukraine a elle aussi été relativement maltraitée par les autorités de Kiev. Donc, ce qui s'est passé en 2014, ça a été l'arrivée au pouvoir de cette minorité ukraino-ukrainienne qui a essayé de s'imposer par rapport aux autres minorités. Alors, évidemment, la plus importante des minorités qu'il y avait en Ukraine était la communauté russe. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a un conflit avec la Russie. Mais tous ces mouvements, eh bien, se sont faits grâce à l'intervention des services de renseignement occidentaux qui ont exacerbé les rivalités communautaristes à l'intérieur de l'Ukraine et qui finalement ont créé les conditions pour qu'on ait la situation actuelle. Et ceci dès 2014. Et l'Euromaïdan est important dans ce contexte et peut être considéré comme un tournant dans l'histoire de l'Ukraine, parce que alors je ne vais pas refaire l'histoire ici de l'Euromaïdan, mais il suffit de rappeler peut-être que le gouvernement ukrainien d'avant 2014, le gouvernement de M. Yanukovych, envisageait un rapprochement avec l'Union européenne pour des raisons économiques, parce que l'Ukraine est un pays qui était relativement mal en point économiquement et qu'un rapprochement avec l'Union européenne était plus ou moins une sorte de garantie de prospérité, il faut le dire. Mais avec un problème particulier, c'est que l'Ukraine, qui avait fait partie de l'Union soviétique, avait une économie et surtout une industrie qui était fortement liée à la Russie. Et il y avait de très nombreux traités de libre circulation des biens et des marchandises entre l'Ukraine indépendante et la Russie. Et dans la perspective de se rapprocher de l'Union européenne, eh bien, à la demande de l'Union européenne d'ailleurs, parce que les Russes étaient assez ouverts à une solution où l'Ukraine était proche de l'Union européenne et avait maintenu des liens avec la Russie. Donc, pour les Russes, à l'époque, en 2014, il n'y avait pas beaucoup de problèmes à avoir une Ukraine qui se rapprochait de l'Union européenne, mais naturellement, ils voulaient conserver les liens privilégiés qu'ils avaient avec l'Ukraine. Et cette position finalement très ouverte de la Russie a été confrontée très rapidement par le président de la Commission européenne de l'époque, qui était Manuel José Barroso, qui s'est opposé à ça, qui a imposé au gouvernement Yanukovych de faire un choix exclusif, soit l'Union européenne,
soit la Russie, alors que Yanukovych prévoyait quelque chose qui était avec l'Union européenne et la Russie. Donc c'était et ou. Et c'est l'Union européenne qui a imposé le ou. Et cette imposition a fait que le gouvernement a dû réfléchir une nouvelle fois à ce rapprochement avec l'Union européenne, parce que ça avait des implications très directes sur la structure de l'industrie ukrainienne. Et la pause qui a été demandée par les Ukrainiens a été interprétée, ou plus exactement a été manipulée par les Occidentaux, en un refus de se rapprocher de l'Union européenne. Alors, comme l'Union européenne était une sorte de garantie de prospérité quelque part, évidemment, beaucoup d'Ukrainiens qui se sont trouvés un peu piégés par ça et qui s'attendaient à ce rapprochement, donc qui s'attendaient à une prospérité, qui s'attendaient à des jours meilleurs, et tout d'un coup, on leur dit non, ça se fera pas. Alors que ça n'était pas l'intention de Yanukovych. Mais ça, c'est vraiment une manipulation occidentale qui s'est faite à ce moment-là et qui a déclenché la révolution de Maïdan. Alors, on va passer sur les détails de cette révolution. Toujours est-il que le président Yanukovych a été renversé. Après d'ailleurs avoir signé un accord avec les manifestants et puis la France et l'Allemagne qui étaient garantes de cet accord, et la Pologne, de façon à ce que de nouvelles élections aient lieu, etc. Mais ni la France, ni l'Allemagne, ni la Pologne, ni évidemment l'Ukraine n'ont respecté, ou les manifestants de Maïdan à l'époque, n'ont respecté cet engagement. Et au lieu d'attendre des élections qui avaient été prévues dans cet accord, qui avaient été signées par le président Yanukovych, etc., au lieu de ça, le lendemain de la signature de l'accord, Yanukovych a été renversé et on a donc un gouvernement non élu et, on peut le dire, illégitime, qui s'est mis en place, qui s'est imposé littéralement, et dont la première décision a été, c'est ça qui est assez significatif et qui montre d'ailleurs l'impact de l'ultranationalisme dans cette affaire, la première décision a été d'abolir la loi qui faisait du russe et de l'ukrainien deux langues officielles de l'Ukraine. Et donc de retirer aux Russes son statut de langue officielle à la place de la seule langue ukrainienne. Et cet événement a créé une mobilisation sans précédent dans toute la communauté russophone d'Ukraine. C'est pratiquement tout le sud de l'Ukraine qui s'est enflammé. Non pas seulement le Donbass, comme on tend à le représenter aujourd'hui, mais l'ensemble du sud du pays, c'est-à-dire une dizaine d'oblasts, les oblasts du sud dont on entend souvent parler, Kherson, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk, mais aussi celui d'Odessa, celui de Nikolaïev, celui de Dnipropetrovsk. Tous ces oblasts se sont littéralement enflammés. Et dans chaque village, on peut dire, de toute cette immense région, qui est à peu près la moitié de la France, il faut bien se représenter ce que ça représente au niveau superficie, c'est grosso modo la moitié de la France, eh bien dans chaque village, il y a eu des manifestations que le nouveau gouvernement ukrainien a dû réprimer en envoyant l'armée. Et c'était l'armée contre des civils, c'est des vieilles dames qui, avec leur parapluie, tapaient sur les chars qui arrivaient. Enfin, on était vraiment sur des images qui rappelaient un peu d'ailleurs les images qu'on avait vues à Prague en 1968. C'est très très proche de ces images. Enfin bref, le problème est que pour réprimer cette rébellion russophone au sud, le gouvernement, comme je l'ai dit, a voulu engager l'armée, mais l'armée ukrainienne était composée à la fois d'Ukrainiens ukrainiens et de Russes ukrainiens. Ces Russes ukrainiens n'ont pas voulu tirer sur leurs frères, d'autant plus que ce n'est pas une armée professionnelle à l'époque. C'est une armée conscrite, donc ils n'allaient pas tirer sur leur famille. Et donc, vous avez une grande partie de l'armée ukrainienne qui s'est littéralement désagrégée. Les soldats ont rejoint tout simplement les manifestants qui étaient en face. Et l'armée ukrainienne s'est trouvée littéralement amputée d'une partie de ses troupes. Et il a fallu remplacer ça. Et pour remplacer ça,
On a fait intervenir, alors cette fois-ci, des milices ultranationalistes qu'il a fallu former. Et elles n'ont pas pu être formées par l'OTAN, parce que l'OTAN s'occupe des forces militaires, pas des forces paramilitaires. Et c'est les services secrets d'un certain nombre de pays, le Canada, la Grande-Bretagne et la France en premier, un petit peu les États-Unis, qui ont formé ces milices paramilitaires qui sont venus remplacer les soldats qui avaient, comment dire, qui s'étaient désistés pour rejoindre les manifestants, qui avaient défecté, je ne sais pas si le terme est, en anglais c'est defectors, mais je ne suis pas sûr qu'en français ce soit le mot soit très français, c'est-à-dire des défecteurs, mais bref. Déserté? C'est pas de la désertion, c'est des gens qui changent de camp. Alors, oui, techniquement parlant, on pourrait probablement parler de déserteurs, mais déserteur est un peu un raccourci parce que déserteur, c'est aussi celui qui part parce qu'il n'a pas envie de se battre. C'est pas des gens qui n'avaient pas envie de se battre, c'est des gens qui voulaient pas tirer sur des civils et surtout des civils qui étaient de leurs proches pratiquement. Donc c'est un peu différent. Donc c'est des gens qui ont changé de camp, littéralement. Et on est dans un climat de guerre civile, hein, pratiquement à ce moment-là, avec des heurts très sérieux où l'armée tire sur la population. On est dans des situations qui sont assez critiques dans de nombreuses villes. Et donc, il faut faire intervenir ces milices paramilitaires. Cette répression durera entre 2014, 2015, 2016. Lorsque j'étais à Odessa, pour le compte de l'OTAN, parce que justement l'armée ukrainienne était en crise et le gouvernement de Kiev a demandé l'aide de l'OTAN pour de recréer une armée en quelque sorte, de refaire une armée. Et dans ce contexte-là, on m'a sollicité, j'ai été donc à Odessa en mission de l'OTAN. Et à ce moment-là, eh bien, on était dans une période extrêmement tendue où l'ensemble des forces rebelles s'étaient réunies dans un mouvement, enfin, on peut dire presque une sorte de coordination dans tout le sud du pays. C'était les coordinations des forces unies de Novorossia, des forces unies de la Nouvelle-Russie, en quelque sorte, qui rejoignaient les efforts rebelles de tous ces oblasts. Et c'est à ce moment-là qu'on voit commencer à apparaître ces paramilitaires qui ont été formés sur le tas par des milices, par des services secrets occidentaux, et qui viendront petit à petit renflouer les rangs de l'armée ukrainienne et participer à une répression alors qui a été, et c'est toujours le risque quand on prend des paramilitaires, les militaires en général sont assez disciplinés, et les paramilitaires, ce sont généralement plus de liberté que les militaires. Et cette liberté se traduit souvent par des crimes de guerre qui sont souvent bien plus marqués que pour les militaires eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine. On voit apparaître les milices Azov, Pravy Sector, etc., des milices issues des mouvements qui avaient été formés durant la Deuxième Guerre mondiale pour lutter contre les soviétiques, comme l'OUN, etc. L'armée nationale ukrainienne, qui était vraiment un mouvement révolutionnaire, anti-soviétique à l'époque, qui renaît de ses cendres à l'occasion des événements du post-Maïdan, formé par les Occidentaux, et puis qui a alimenté alors une répression extrêmement dure, dont il ne restera finalement en 2022 que les deux embryons de république de Lugansk et de Donetsk. Je dis embryon parce que c'est vraiment un dernier bastion, on pourrait dire, parce que c'est vraiment les irréductibles qui ont continué à se battre en 2022. Donc on a un rôle des services de renseignement pour intervenir dans ce conflit en formant des milices paramilitaires, en les armant, en les équipant, sans vraiment d'ailleurs s'attarder sur les questions d'ordre moral, puisqu'on a formé des mouvements qui étaient clairement
très à droite, pour ne pas utiliser d'autres termes, avec des idéologies qui rappellent singulièrement les idéologies que l'on avait avant-guerre en Allemagne. Donc on n'est pas avant et pendant la guerre en Allemagne d'ailleurs. Donc on est sur des gens qui veulent tout d'un coup une Ukraine racialement pure et qui, pour ce faire, sont prêts à considérer que les Russes ou les Slaves sont d'une population inférieure, etc. On est exactement dans ce modèle-là. Et c'est ce qui va finalement aboutir à la situation qu'on a en février 2022 et qui imposera à la Russie d'intervenir, si vous voulez, dans ce conflit. Voilà, en gros, l'image générale et le rôle des services occidentaux, et des occidentaux d'une manière générale, mais aussi de leurs services, pour alimenter le conflit. Parce que clairement, dans cette phase troublée de l'Ukraine, les Occidentaux n'ont certainement pas eu de rôle modérateur. Au contraire, c'est eux qui ont alimenté même les milices, qui ont finalement radicalisé le conflit. Vous expliquez que le renseignement russe a été surpris en fait par l'intervention en 2022. Alors effectivement, dès 2021, avec le décret du 24 mars 2021 de Volodymyr Zelensky, où il prévoit de reprendre ou de reprendre la Crimée, d'ailleurs, qui en 2014 a fait sécession et a rejoint la Fédération de Russie. On va pas discuter tout ça dans le détail, mais c'est rappelé dans mon livre d'ailleurs. Mais donc en 2021, Volodymyr Zelensky fait un décret pour reprendre la Crimée et reprendre l'autorité, si vous voulez, sur ces irréductibles des républiques du Donbass. Et donc il prépare ses forces pour ça. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'on observe, les observateurs de l'OSCE voient une montée en puissance des forces ukrainiennes dans le sud du pays et dans la région du Donbass, avec l'idée qu'à un moment donné, eh bien, on interviendrait contre ces populations. Et les Russes, d'un autre côté, voient que ils savent d'abord parce qu'ils connaissent, ils suivent la politique ukrainienne, donc ils savent qu'il y a ce décret, ils savent que l'Ukraine se prépare à mener un assaut contre la Crimée et le Donbass, et par conséquent, la Russie monte également ses forces en puissance à la frontière ukrainienne en réponse à ce qui se passe sur le territoire ukrainien. Mais les Russes ne savent pas encore, ils ont pas l'intention d'intervenir à proprement parler. Leur force ou leur montée en puissance a pour but de dissuader, de montrer aux Ukrainiens qu'ils sont prêts à intervenir si les Ukrainiens interviennent. Donc on est plutôt dans le cadre d'une démonstration de force à caractère dissuasif qui se met en place. Et vous avez raison de rappeler, enfin je le mentionne dans mon livre, mais de rappeler dans votre question, cette relative impréparation de certains aspects au 24 février 2022 de la conduite russe, parce que les Russes ne se sont pas préparés à intervenir. Si vous voulez, en février 2022, les Russes s'attendent à ce que quelque chose se passe, ils sont en train de monter mettre en place leurs forces, mais ils ne savent pas à quel moment les choses vont se déclencher. Et le 24 février, on voit bien que c'est les Ukrainiens qui ont le calendrier, en fait, qui ont la maîtrise du calendrier, ou qui sont maîtres des horloges, si vous voulez, et qui imposent à la Russie d'intervenir. Et on le voit parce que les Russes, et ça on l'a vu historiquement, et on le voit encore aujourd'hui d'ailleurs, ils ont une conception de la guerre qui est extrêmement organisée et systématique. Et ils accordent une importance au renseignement probablement beaucoup plus grande, je pense au renseignement militaire, donc le renseignement
qu'on a sur le champ de bataille, si vous voulez, ils y accordent une importance peut-être presque encore plus importante que les Occidentaux. Mais en février, on s'aperçoit que cet aspect-là n'est pas prêt. Donc on peut en tirer la conclusion, qui s'explique d'ailleurs par d'autres éléments que j'explique dans mon livre, qui montrent que la Russie n'était pas totalement prête pour ça. Donc ça veut dire qu'elle s'est trouvée poussée dans la situation de devoir intervenir alors que son dispositif n'est pas totalement prêt. Et le renseignement est certainement l'élément qui indique de manière la plus, comment dire, la plus convaincante que les Russes, à ce moment-là, ne sont pas prêts à intervenir. C'est d'ailleurs ce qu'avaient constaté un certain nombre de services occidentaux qui avaient dit que les Russes ne se préparaient pas à intervenir parce que leur dispositif n'était pas prêt. Et donc, ils ont été contraints par quelque chose d'intervenir. En réalité, ils ont été contraints par les forces ukrainiennes qui avaient, dès la mi-février 2022, commencé à accentuer leur pression avec des tirs d'artillerie qui indiquaient une offensive imminente, et c'est pour préempter cette intervention que l'armée russe est intervenue alors qu'elle n'était pas totalement prête à ça. Et donc c'est là où l'étude finalement de la préparation au renseignement, du dispositif des services secrets russes démontre pratiquement, ou prouve, si vous voulez, que les Russes n'avaient pas l'initiative à ce moment-là, que l'initiative était bien du côté ukrainien, et que les Russes ont été contraints de réagir. Alors, ils ont réagi très rapidement, ils se sont adaptés extrêmement rapidement à la situation. C'est pas que leur dispositif était inexistant, mais il était pas mûr pour une opération. Donc, si les Russes avaient déclenché eux-mêmes leur opération, ils l'auraient faite sans doute beaucoup plus tard, n'est-ce pas, avec un dispositif plus étoffé, bien taillé sur mesure pour les opérations qu'ils allaient mener. Mais là, on voit bien qu'ils ont été un peu pris de court, et témoignant ainsi du fait qu'ils ont été contraints d'attaquer à ce moment-là. Et qui explique que, et c'est peut-être pour ça, par ailleurs, qu'on trouve dans le narratif occidental, répété à l'envi et de manière quasi systématique chaque fois qu'on parle de l'opération militaire spéciale russe, qu'il était injustifié et non provoqué. Autant, quand vous parlez de la guerre en Irak, personne ne dit l'intervention non provoquée et injustifiée des Américains. Mais pour la Russie, on le dit systématiquement, probablement pour, enfin pas probablement, c'est pour juguler, si vous voulez, le fait qu'il y a eu effectivement une provocation dans la mesure où la Russie s'est sentie contrainte de devoir intervenir à ce moment-là. Alors, l'Ukraine et la Russie pratiquent tous les deux la guerre clandestine. Quelles sont les différentes approches des deux pays de l'action clandestine? Alors, évidemment, le livre est là pour donner plus de détails sur cette question, et elle est intéressante parce qu'elle montre une approche très différente de la guerre entre... Alors, évidemment, ici, on parle de l'Ukraine, mais vu la proximité de l'Ukraine avec les Occidentaux, on y voit presque d'ailleurs... on pourrait presque dire la différence entre la Russie et les Occidentaux à certains égards. Mais bon, c'est quand même l'Ukraine qui combat d'un côté et la Russie. Alors la Russie est là, et je l'avais déjà expliqué dans mon livre L'art de la guerre russe, la Russie a une approche extrêmement, comme je l'ai toujours dit, holistique de la guerre. C'est-à-dire que pour les Russes, d'abord, la guerre s'inscrit dans la prolongation de l'action politique, donc il n'y a pas de distinction vraiment entre la politique et la chose militaire, ce que l'on voit d'ailleurs aujourd'hui dans les négociations. Les Russes n'ont pas de problème à faire la guerre en même temps qu'ils négocient, parce qu'on a sur deux facettes
d'un même, ou deux piliers d'un même problème. Et on passe d'un pilier à l'autre. Alors que les Occidentaux ont tendance à dissocier ces deux phénomènes, l'aspect politique d'une part et l'aspect militaire de l'autre. Ça se constate aussi dans les guerres que l'Occident a menées ces 30 dernières années, au Moyen-Orient, un peu partout dans le monde d'ailleurs, où on voit bien que la guerre est totalement dissociée d'objectifs politiques. Il y a une dissociation complète, on fait la politique chez nous, et puis par ailleurs on fait la guerre. Mais on ne voit pas l'objectif politique de ces guerres. Ce qui d'ailleurs est une faiblesse parce que du coup, la guerre, c'est une guerre qui est un peu suspendue en l'air, si vous voulez. Elle n'a pas d'assise politique, elle n'a pas d'objectif politique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en grande partie, que les Occidentaux perdent leur guerre. Parce que finalement, ils se battent sans savoir pourquoi. Alors que les Russes ont une intégration beaucoup plus grande de tous les aspects de la guerre, qu'ils soient diplomatiques, politiques, économiques, militaires évidemment, dans un seul ensemble. Et tout est réfléchi ensemble, de manière vraiment holistique. Et ça comprend les opérations clandestines. Donc on voit dans l'approche russe une intégration beaucoup plus subtile des opérations clandestines en appui de l'action politique, en appui de l'action militaire, en appui de l'action économique, etc. Alors que pour les Ukrainiens, les Occidentaux, eh bien, les opérations clandestines ont une vie propre, quelque part. Elles ne sont pas reliées organiquement aux actions militaires. Typiquement, lorsqu'on a vu cette opération spectaculaire et techniquement d'ailleurs bien menée par les Ukrainiens contre ces bases aériennes sur le territoire russe, de Mourmansk à Amour. Donc on est sur 5 opérations ou 5 actions dans le cadre d'une opération qui s'étend sur 5000 km. Donc techniquement assez remarquable. Mais ces actions n'ont rigoureusement aucun impact sur l'action dans le terrain. Alors, le succès a été plus mitigé, sans doute, que prévu, et même que raconté. Mais, néanmoins, on voit que ces opérations n'ont pas été conçues de manière à faciliter les opérations dans le terrain. Et on s'aperçoit qu'en même temps, d'ailleurs, ce qui se passe sur le terrain ukrainien, eh bien, reste toujours à l'avantage de la Russie. Les Ukrainiens continuent à reculer. Donc, on a, si vous voulez, on utilise des ressources clandestines, forces spéciales, services spéciaux en l'occurrence, puisque l'opération dont nous parlons, l'opération Pavoutina, a été faite par les services secrets du SBU, donc le service de sécurité ukrainien. Cette opération n'a eu strictement aucun lien organique, fonctionnel ou même militaire avec ce qui s'est passé sur le terrain en Ukraine et n'a pas du tout changé ou influencé l'action de la Russie en Ukraine même. Je dirais presque au contraire, puisque au lieu de pouvoir exploiter un succès par ces opérations spéciales, on a au contraire, si vous voulez, accentué ou renforcé la détermination des Russes à, si vous me passez l'expression, à en finir avec les Ukrainiens. Donc on est allé presque à l'inverse de l'objectif recherché. Donc cette différence d'approche est très intéressante et devrait, en tout cas, si on doit tirer des leçons de ce conflit pour notre approche de la guerre, eh bien, je pense que cette perspective de l'intégration d'actions clandestines devrait nous interpeller parce qu'elle montre que les Russes ont une manière de travailler qui est beaucoup plus systématique, beaucoup mieux organisée, beaucoup plus disciplinée quelque part, parce qu'ils ne perdent pas leur temps à faire des petites opérations, contrairement à ce qu'on a dit et qui a d'ailleurs été démontré comme étant faux, comme ces opérations contre, par exemple, des hôpitaux en France, comme l'avait évoqué Emmanuel Macron le 5 mars dans son allocution sur la menace russe, etc. Mais
les services russes ne s'amusent pas à amener des punaises de lit à Paris au moment des Jeux Olympiques. Vous voyez, on a des services qui vont faire des actions qui sont en soutien et en appui des opérations militaires en Ukraine. Mais venir disséminer des punaises de lit dans les hôtels parisiens, c'est pas vraiment leur chose. Alors évidemment, c'est notre représentation à nous, parce que nous essayons de comprendre des événements qu'on n'arrive pas à expliquer autrement, de notre manière de comprendre des actions clandestines, parce que nous ferions sans doute des choses comme ça, c'est-à-dire des choses qui sont totalement déconnectées des objectifs que l'on a sur le terrain. Les Russes ne fonctionnent pas comme ça. Ils ont un objectif ou des objectifs sur le terrain, et toutes les ressources qui sont utilisées de manière extrêmement rationnelle et focalisée sur ces objectifs, pas sur d'autres. Et ça donne une cohérence opérationnelle, une cohérence stratégique à l'action russe, qui est finalement la clé du succès de la Russie sur le théâtre ukrainien. Et on pourrait dire, à contrario, que l'approche désordonnée, décousue des Occidentaux par rapport à l'Ukraine a été un facteur déterminant de l'échec de l'Ukraine pour récupérer les territoires qu'elle aurait voulu récupérer. Et même d'ailleurs sur le niveau diplomatique. N'est-ce pas? Donc, les Occidentaux sont concentrés sur des objectifs qui étaient finalement, à la lueur du recul qu'on a, on peut dire, des objectifs qui étaient incohérents, inadaptés à la réalité, cette idée que on allait faire s'effondrer la Russie, qu'on allait participer ou provoquer une crise politique, un changement de régime, une décomposition, comme l'a dit d'ailleurs Kaja Kallas, qui est la ministre, c'est pas le terme juste, mais qui est la commissaire qui s'occupe des affaires étrangères de l'Union européenne, qui avait dit que l'objectif était de démanteler la Russie, c'est-à-dire la décomposer en différentes petites entités sur la base de l'ethnicité ou de la diversité ethnique de la Russie. Donc, on a essayé d'utiliser l'Ukraine pour des objectifs que manifestement on ne pouvait pas utiliser avec l'Ukraine. Donc, même là, on a comment dire, la grenouille a voulu se faire plus grosse que le bœuf d'une certaine manière, parce que l'usage qu'on a fait de l'Ukraine, quel que soit le cas de figure, n'aurait pas permis d'atteindre les objectifs que les Européens s'étaient fixés à propos de la Russie. En plus de ça, étant aveuglé par l'idée que l'Occident est plus fort que la Russie, on est resté sur une image de la Russie qui est proche de celle qu'on avait à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire une Russie qui était relativement mal organisée ou désorganisée, ou qui avait été appauvrie, en tout cas par la gestion communiste des affaires, etc., etc. Résultat des courses, les Occidentaux ont abordé ce conflit avec une image de la Russie qui était beaucoup plus sous-évaluée que la réalité. Et donc, on a poussé l'Ukraine dans quelque chose qui était finalement un conflit avec un adversaire qu'on a sous-évalué, dont on a sous-estimé les capacités de résilience, sous-estimé les capacités militaires, et pas à contrario, mais en complément, pour lequel l'Occident s'est surestimé lui-même. Je vous rappelle qu'en avril 2022, alors que Zelensky avait approché la Russie pour essayer d'avoir une résolution politique du conflit, qui avait conduit à un cycle de négociations à Istanbul, l'Ukraine avait fait une proposition qui était de renoncer à sa participation à l'OTAN en échange d'un retrait des forces russes de l'Ukraine, ce que la Russie était prête à accepter. Elle avait dit qu'elle était prête à accepter, que c'était une proposition qui lui convenait tout à fait, avec les exceptions, ou plus exactement
avec des réserves sur le statut de la Crimée et des deux républiques du Donbass, sur lesquelles il devait encore y avoir une négociation, mais pour l'essentiel, pour se retirer de l'Ukraine, eh bien, la Russie était prête à le faire. Et ce sont les Européens qui ont exigé de Zelensky qu'il retire son projet en échange d'un soutien pour autant qu'il le faudra. Et c'est donc en avril 2022, Zelensky a échangé une perspective de paix qui était prête à être signée par les Russes contre la perspective encore très floue d'un soutien pour aussi longtemps qu'il le faudra. Et aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit que ce soutien, eh bien, il a essentiellement été fourni par les Américains. Maintenant que Donald Trump évoque l'idée de se retirer du conflit, l'Europe se trouve un peu dénudée par rapport à ça et constate qu'elle n'est pas en mesure d'apporter le soutien qui avait été promis à Zelensky en 2022. Et donc, quelque part, Zelensky s'est fait tromper. Les Européens, qui ont été ceux qui lui ont poussé à retirer sa proposition, c'était la Grande-Bretagne avec Boris Johnson, mais également la France et l'Allemagne, à ce moment-là, eh bien, ces pays ont finalement fait une promesse de Gascon à l'Ukraine, et l'Ukraine s'est trouvée un peu piégée par cette situation. Et aujourd'hui, l'Ukraine se trouve dans une situation où, eh bien, elle a plus de ressources pour elle-même pour continuer le conflit. Les Américains souhaitent se retirer de ce conflit pour différentes raisons. On peut discuter par ailleurs, mais on va rester sur l'idée que Trump souhaite se retirer de ce conflit qui, selon lui, ne rapporte rien du tout. Et restent les Européens qui continuent à pousser l'Ukraine à se battre et qui finalement restent le seul soutien de l'Ukraine. Donc l'Ukraine est un peu prisonnière du fait qu'elle n'a plus qu'un seul soutien et qu'elle ne peut plus jouer, elle n'a plus de liberté de manœuvre pour continuer. Elle sait que si elle n'a plus le soutien européen, de toute façon, tout s'effondre, et que même les Européens sont même pas sont en mesure de l'aider sans doute, mais pas de manière à avoir un succès décisif. Donc aujourd'hui, l'Ukraine est prisonnière du choix qu'elle a fait, de ce pacte avec le diable qu'elle a fait en avril 2022. Si vous voulez, c'est cette situation-là qui est finalement assez dramatique pour l'Ukraine. Je pense que Zelensky aujourd'hui doit se mordre les doigts d'avoir fait ce choix, qui va le conduire dans une situation qui, pratiquement dans tous les cas de figure, sera plus défavorable que la situation qu'il aurait pu avoir en avril 2022. Sans compter tous les morts qu'il y a eu de part et d'autre, d'ailleurs, dans l'intervalle. Quelle est l'issue, à votre avis, du conflit ? Bien malin qui pourrait le dire, c'est-à-dire qu'on a quand même un créneau de possibilités, ou un certain nombre de spectres de possibilités. Mais ce que l'on peut affirmer avec une relative assurance aujourd'hui, c'est qu'il est très très peu probable que la Russie, ou plutôt pardon, que l'Ukraine, regagne les territoires qu'elle a perdus depuis 2022, et a fortiori ceux qu'elle a perdus depuis 2014. Donc on est dans une situation où tout porte à croire que l'Ukraine, qui sera issue de ce conflit, quelle que soit l'issue, ne sera plus l'Ukraine que nous avons connue en février 2022 ou en février 2014. Ça, on peut l'affirmer avec une très grande certitude. Toute la question, c'est de savoir quelle dimension aura cette Ukraine. Est-ce qu'elle sera encore, elle aura encore une façade sur la mer Noire? Est-ce qu'Odessa fera encore partie? Est-ce que les autres oblasts, les oblasts de Dnipropetrovsk, l'oblast de Nikolaïev, par exemple, ou celui de Poltava, celui de Soumy, est-ce qu'ils seront encore ukrainiens? Voilà, ça, c'est des questions qui peuvent se poser. Et la réponse à cette question,
sera donné par la manière dont vont se dérouler, ou ne pas se dérouler d'ailleurs, les négociations qui sont en cours à Istanbul. Les éléments qu'on a actuellement, donc nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2025, et à cette date, il n'y a en réalité eu aucune négociation de paix. C'est important de le dire. Certes, il y a eu, après, il y avait cette réunion d'avril 2022, bien sûr, à Istanbul. Il y a eu une réunion le 15, ou plus exactement le 16 mars, parce que la délégation ukrainienne ne s'était pas présentée le 15 mars, et donc il y a eu une réunion le 16 mars 2025 également à Istanbul, qui avait abouti à des accords, notamment sur un échange de prisonniers, des choses comme ça, mais pas de discussion sur le fond de la question, c'est-à-dire comment on résout le conflit. Et le 3 juin 2025, toujours à Istanbul, a eu finalement le deuxième cycle de rencontres, pourrait-on dire, entre Russes et Ukrainiens, durant lequel, à Istanbul, les deux délégations ont échangé des mémorandums qui représentent leur manière d'envisager la solution du conflit, si on peut dire ça comme ça, ou l'évolution du conflit. Alors, on a d'un côté les Ukrainiens qui ont apporté un plan qui avait été élaboré par le général ou l'ex-général américain Keith Kellogg, qui fait partie de l'équipe de Trump, qui, en gros, pour simplifier, est un plan qui prévoit un gel du conflit sur la ligne de front actuelle. Et je vous rappelle qu'à ce stade, le jour où nous parlons, l'armée, les forces russes sont sur ces 4 oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, mais ils n'occupent totalement que l'oblast de Lugansk. Et les 3 autres oblasts sont occupés, on peut dire, à 70% par les Russes. Donc il reste, grosso modo, 30% pour que tous ces oblasts soient dans l'escarcelle russe, si vous voulez. Donc l'idée du général Kellogg, c'est de figer le front là où il est. On s'arrête là. On fait un cessez-le-feu, et voilà. Ça, c'est la perspective qui a été entérinée par les Ukrainiens et présentée à la partie russe. Les Russes, eux, ont une autre perspective qui découle d'une position qui a été énoncée le 14 juin 2024 par Vladimir Poutine lors d'une allocution au cadre du ministère des Affaires étrangères à Moscou, et qui, en substance, est que, premièrement, il ne peut y avoir de négociation que si l'Ukraine accepte 2 conditions initiales. Donc on ne parle pas de paix, on parle de négociation. Donc pour rentrer dans le processus de négociation, 2 conditions qui doivent être remplies par les Ukrainiens. 1, les Ukrainiens doivent abandonner l'idée d'appartenir à l'OTAN. Autrement dit, renoncer à leur candidature à l'OTAN. Deuxième point, les forces russes doivent avoir le contrôle total des oblasts de Kherson, Zaporozhye et Donetsk. Et naturellement Lugansk. Mais Lugansk, comme j'expliquais tout à l'heure, est déjà occupé militairement. Donc ça veut dire, en gros, que, avant même d'entrer dans le processus de négociation, les Ukrainiens devraient abandonner leur souveraineté sur les 3 oblasts restants, sur le 30% des 3 oblasts restants. Voilà, en essence, c'est ça. Et une fois que l'Ukraine a accepté ces conditions, ces 2 conditions, alors les armes peuvent cesser et on a un cessez-le-feu. Voilà. De manière très résumée, c'est ça. Et la proposition russe qui a été proposée à Istanbul comporte en fait 3 chapitres, pourrait-on dire. Le premier chapitre concerne ce que je viens d'expliquer, ces 2 conditions, avec un certain nombre de modalités d'application, si vous voulez, qui sont définies de manière très précise. C'est-à-dire que
tout ce que j'ai expliqué avec un certain nombre de petits détails d'application, c'est les premiers chapitres, si vous voulez, de la proposition. Le deuxième chapitre concerne le cessez-le-feu qui découlerait de l'acceptation de négocier des Ukrainiens. Et le deuxième chapitre concerne donc les modalités de ce cessez-le-feu et des conditions dans lesquelles il est appliqué. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un monitoring pour le respect du cessez-le-feu, etc., etc. Et dans un troisième chapitre, les Russes disent, donc on a des éléments qui ont déjà été évoqués, et maintenant il y a un processus qui doit être mis en place pour que les actions qu'on a observées, c'est-à-dire le retrait des 3 oblasts, la décision de l'Ukraine de ne pas entrer dans l'OTAN et les modalités du cessez-le-feu, à partir de là, on fait un traité. Et ce troisième chapitre est dédié à un calendrier pour l'élaboration d'un traité de paix qui lui-même doit être entériné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ce qu'on observe dans la proposition russe, c'est d'abord, elle est parfaitement cohérente avec tout ce qu'ont dit les Russes avant. Donc les Russes n'ont pas changé leur approche, mais ils ont durci cette approche dans la mesure où, typiquement, comme je l'ai expliqué, par exemple, il ne s'agit pas simplement d'arrêter de se battre, mais il s'agit que le fait d'arrêter de se battre conduise à une résolution signée, un traité de paix signé, donc vraiment un document. Or, l'approche occidentale ou européenne ukrainienne prévoit simplement qu'on arrête de se battre, point final. Enfin, j'entends, il y a un cessez-le-feu de 30 jours, et après on verra bien. Voilà, donc on est sur quelque chose qui tout d'un coup s'interrompt sans déboucher sur quelque chose de particulier. Alors que pour les Russes, ça doit déboucher nécessairement sur un traité de paix. Et condition supplémentaire que les Russes alors ont évoquée, c'est que ce traité doit être entériné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ceci dans un but très clair, c'est que en imposant que le Conseil de sécurité entérine ce traité, ça veut dire que les 5 membres permanents, alors la Chine c'est pas trop un problème, et la Russie évidemment pas, mais ça oblige les Américains, les Français et les Britanniques à accepter les termes du traité. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Russes ont demandé, disons, cet entérinement par le Conseil de sécurité. Donc voilà un petit peu comment ça pourrait... Alors maintenant, ça, c'est s'il y a une solution négociée. La question est, si les Occidentaux refusent, ce qui est fort probable d'ailleurs, qu'ils vont refuser la proposition russe. Alors là, on est dans la continuation du conflit, et là, on est dans l'inconnu, parce que, alors comme j'ai dit tout à l'heure, on sait que la Russie a la maîtrise du champ de bataille, et par conséquent, on peut s'attendre à ce qu'elle continue à avancer, et que tant qu'il n'y a pas de solution politique, eh bien, on est de nouveau dans ces 2 piliers que j'ai expliqués tout à l'heure, l'action politique, l'action militaire. S'il n'y a pas d'action militaire, il y a l'action politique, etc. Et les Russes vont continuer à jouer là-dessus et à avancer progressivement, avancer leurs pions, prendre du terrain, jusqu'à finalement obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, continuer leur avance en Ukraine jusqu'à Odessa, Nikolaïev, n'est pas complètement incongru. Pourquoi? Parce que, et c'est un volet que j'explique aussi dans mon livre, c'est que on a actuellement dans la partie ukrainienne, pas dans la partie occupée par la Russie, mais dans la partie qui est sous contrôle de Kiev, si vous voulez, de l'Ukraine, on a une résistance ukrainienne au gouvernement de Kiev qui a commencé à se mettre en place depuis maintenant un peu plus d'1 année et qui s'attaque directement à l'armée ukrainienne. Donc ce n'est pas des forces russes en Ukraine. Il y en a aussi d'ailleurs.
dans certaines régions, la région de Kharkov, Nikolaïev, dans la région d'Odessa aussi, vous avez des forces russes clandestines. Donc c'est comment dire, les héritiers, on pourrait dire, de ces forces de la Novorossia que j'ai évoquées précédemment, qui sont encore en place et qui maintenant créent des mouvements clandestins contre Kiev. Alors ça, c'est une chose, mais ce sont des Russes ethniques, si vous voulez. Mais vous avez les Ukrainiens ethniques qui aujourd'hui combattent Kiev, en particulier parce que la politique très agressive de recrutement de Kiev a fortement perturbé la population ukrainienne, d'une part, et puis d'autre part, la population ukrainienne voit bien que ce conflit aujourd'hui aboutit à une situation qui est toujours plus défavorable à l'Ukraine. Et je vous rappelle que j'ai évoqué tout à l'heure les accords d'avril 2022 entre l'Ukraine et la Russie, qui ont été interrompus par les Européens. Et à cette époque-là, c'est la presse ukrainienne elle-même qui a réalisé que le principal obstacle à la paix sont les Occidentaux. Donc ça veut dire que l'opinion ukrainienne est loin d'être ignorante de ce qui se passe, elle est loin de se fier uniquement à la propagande de Kiev, qui est ce que nous avons dans nos médias, mais les médias ukrainiens sont beaucoup plus nuancés que ça, et surtout ont une compréhension beaucoup plus large du conflit, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'opinion ukrainienne, elle, eh bien, est aujourd'hui en guerre avec le gouvernement et collabore avec la résistance ethnique russe, si vous voulez, en Ukraine. Donc, finalement, et si on y ajoute à ça que les forces ukrainiennes n'ont plus la volonté de se battre, comme on a vu tout récemment à Konstantinovka, où les Russes avancent et les villages ne sont même plus défendus, donc on arrive à une situation où le succès russe pourrait être définitivement affirmé de manière très claire et on pourrait avoir une victoire décisive de la Russie s'il n'y a pas avant une solution négociée qui intervient. Vous pensez que la situation sur le terrain est telle qu'il ne peut pas y avoir de retournement de situation et que les Ukrainiens prennent le dessus? Dans ce bas monde, on n'est jamais sûr de rien. Et je n'ai pas de boule de cristal non plus, donc je ne peux rien vous certifier. Mais un retournement de situation en l'état semble très, très peu probable. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les Ukrainiens sont à bout de souffle, littéralement. Ils n'ont plus de matériel et on voit bien qu'ils sont totalement dépendants des Occidentaux. Et on voit bien combien la perspective ou la menace d'un retrait américain est importante pour les Ukrainiens parce qu'ils constatent que seuls les Américains aujourd'hui sont en mesure d'apporter dans une certaine mesure un appui militaire relativement efficace, pourrait-on dire, contre la Russie. Et que par ailleurs, et de nouveau il faut voir les rapports du commandement des forces américaines en Europe, etc., de différentes institutions qui pourtant sont très anti-russes, hein, comme le Royal United Studies Institute, le RUSI, qui est un think tank britannique, qui a toujours été extrêmement critique à l'égard de la Russie et très pro-ukrainien, mais qui constate qu'aujourd'hui, la Russie a multiplié ses capacités, si vous voulez. Elle a acquis de l'expérience sur le champ de bataille, elle s'est renforcée militairement, elle a compris comment encore mieux intégrer ses forces dans une cohérence opérationnelle, ce que les Ukrainiens n'ont pas pu faire en réalité. Et en fait, ces 3 années, presque 3 années et demie de conflit qu'il y a eu en Ukraine, n'ont fait que renforcer les capacités russes. Et par conséquent, quand on voit la situation dans le terrain et la manière dont se déroulent les différentes batailles sur l'ensemble de la longueur du front, on voit mal comment la situation pourrait se retourner de manière décisive, si vous voulez.
il pourrait y avoir de ci, de là une petite victoire ukrainienne, ça c'est possible. Il pourrait y avoir des incursions du genre de celles que les Ukrainiens ont tenté de faire à Koursk en août 2024. On pourrait retrouver ces choses-là. Mais tout ça n'apporte pas de retournement de situation. L'affaire de Koursk a été un véritable désastre, si on regarde le bilan final. C'est un véritable désastre pour les Ukrainiens, en fin de compte. Ils ont, pour mener cette opération qui devait leur garantir une sorte de monnaie d'échange en vue d'une négociation avec la Russie, comme l'avait dit lui-même Volodymyr Zelensky, pour faire ça, ils ont dû, parce qu'ils n'ont pas assez de troupes, donc ils ont dû affaiblir certaines zones du front pour pouvoir mener cette opération. Et ça a permis à la Russie d'avancer sur le reste du front. Et comme de toute façon, la force qui était qui a été engagée dans l'Oblast n'était pas de toute façon suffisamment forte, eh bien, cette force a été complètement détruite. Et donc, au lieu d'avoir résisté mieux sur un seul front, les Ukrainiens se sont créés un deuxième front. Au lieu d'avoir un seul front fort, ils ont eu deux fronts faibles, en quelque sorte. Voilà. C'est un peu ça qui s'est passé. Donc on pourrait retrouver des situations comme ça qui pourraient amener des retournements apparents ou l'illusion de retournement de manière très temporaire, mais il est peu probable que de telles situations parviennent à recréer une dynamique qui renverse complètement la situation. Et on a bien vu d'ailleurs que des opérations, alors puisqu'on parle de guerre secrète, l'opération clandestine, l'opération Pavoutina que j'ai évoquée tout à l'heure sur ces différentes bases en territoire russe, eh bien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elles n'ont pas d'effet sur le déroulement des opérations en Ukraine. Donc, de nouveau, c'est des ressources. D'ailleurs, pour faire cette opération dans la profondeur du territoire russe, l'Ukraine a dû prélever sur ses capacités en Ukraine même. Donc elle a de nouveau affaibli son dispositif en Ukraine pour faire quelque chose dans la profondeur du territoire russe qui en définitive n'a eu qu'une dimension spectaculaire sans avoir d'effet pour la défense effective du territoire. Donc on est un peu dans cette situation-là. Aujourd'hui, l'Ukraine n'est plus en mesure de jongler avec différents moyens sans s'affaiblir de manière significative. Par conséquent, elle doit faire des choix, mais chaque fois qu'elle va multiplier les fronts, elle va affaiblir de manière symétrique, si vous voulez, le front sur lequel elle se bat à l'intérieur du territoire. Par conséquent, on a de la peine à imaginer un succès ou, comme vous l'avez évoqué, un retournement de situation en Ukraine. Je vous remercie, Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Guerre secrète en Ukraine » aux éditions Maxwell. Merci à vous.